Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau webinaire consacré à notre collecteur de données SDT 340. Je m'appelle Benoît Degrave, je suis directeur commercial chez SDT Ultrasound Solutions et j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce sujet dont voici l'agenda. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, tout d'abord, quelques rappels sur SDT, qui nous sommes et ce que nous faisons. Ensuite, introduction du concept derrière le SDT 340, les fonctionnalités clés de cet appareil et finalement un exemple concret sur une application que j'aurais choisie. Ensuite viendra les questions-réponses s'il y en a. N'hésitez pas durant cette présentation à me soumettre toutes vos questions dans le chat et à la fin, démutez votre micro pour me les poser en direct si vous le souhaitez. Quelques rappels sur SDT. Donc, SDT est une société belge basée à Bruxelles. Nous sommes spécialisés depuis 1975 dans la fabrication d'appareils de mesure à ultrasons. Nous avons une couverture internationale dans 64 pays au travers de 300 partenaires. Chez SDT, nous nous levons le matin avec une seule mission, offrir des solutions simples au service de maintenance afin d'une part de réduire les consommations énergétiques tout en prolongeant la durée de vie des installations. Les solutions simples, on insiste toujours dessus. Je crois que c'est dans l'ADN même des ultrasons et des appareils SDT, grâce notamment au principe de l'écoute. Les consommations énergétiques, la réduction des consommations énergétiques n'a jamais été autant d'actualité que depuis le début et la flambée du prix de l'énergie. Donc, diminuer les pertes énergétiques, c'est également améliorer la profitabilité de la société. Et prolonger la durée de vie des installations, ça, bien évidemment, c'est pour des applications telles que la machine tournante. Produire plus à plus faible coût, telle est notre mission. 3 valeurs de société: respect, flexibilité et simplicité. Ce sont des valeurs que l'on retrouve aussi bien dans nos contacts directs avec nos clients, nos utilisateurs, mais aussi bien au travers de l'utilisation de nos appareils. SDT, une couverture, comme je vous l'ai dit, internationale, non pas parce que nous sommes les meilleurs, restons bien humbles, mais simplement parce que la technologie est belle et comme vous le savez, on peut travailler avec les ultrasons sur beaucoup d'applications différentes. Voilà pour la petite introduction de société. Je vais maintenant directement rentrer dans le vif du sujet en vous parlant du SDT 340 et tout d'abord avec son concept, l'idée derrière cet appareil. Donc, le SDT 340 est un collecteur de données qui permet de détecter, mesurer et d'analyser des ultrasons, des vibrations, de la température et de la vitesse de rotation. Si vous voulez tout de suite avoir plus d'informations sur le sujet, ici un petit QR code, je vais vous laisser quelques secondes pour le prendre en photo et ça vous mènera directement vers la brochure commerciale de cet appareil pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, le SDT 340 est un collecteur de données et surtout une solution de maintenance conditionnelle qui constitue, selon nous, la première ligne de défense pour la fiabilité des actifs. Qu'est-ce qu'on entend par première ligne de défense? C'est de nouveau avoir accès à de l'écoute ultrasonore, une approche assez simple que n'importe qui peut faire à son niveau, avec son niveau de compétence. On peut détecter des problèmes à l'oreille dans le domaine ultrasonore, n'importe quel technicien maintenant peut le faire. On peut ensuite mesurer pour créer des courbes de tendance et avoir un suivi de l'évolution, de la dégradation d'un phénomène sur une machine tournante, par exemple. Et puis finalement, pour les plus aguerris d'entre nous, on peut aller jusqu'à l'analyse. Donc, c'est vraiment un appareil qui est très flexible et qui permet vraiment de s'adapter à la personne derrière cet appareil. Bien sûr, le SDT 340 va offrir comment dire, le maximum de ses capacités grâce à son logiciel US3 qui va vous permettre d'inspecter, de détecter, de mesurer, d'analyser l'état de vos installations. Pourquoi? Parce que surtout, ça permet d'organiser la collecte de mesures et surtout, grâce à ces outils d'analyse, ça permet de peaufiner le diagnostic lorsqu'on est face à une défaillance. Alors, voici les quelques fonctionnalités clés du SDT 340.
Alors, je n'ai pas fait très compliqué, je suis parti de la brochure commerciale qui est très bien faite et je félicite encore l'équipe marketing. Dans cette brochure commerciale, vous retrouvez ici toutes les fonctionnalités clés de cet appareil et je propose qu'on les passe tout en revue et que je vous les montre concrètement dans l'appareil, comment les utiliser. Alors, on va directement commencer par l'affichage du signal temporel à l'écran, ainsi que du spectre et de l'historique des mesures. Donc, vous voyez ici, j'ai déclenché une mesure. Je retrouve ici sur la gauche l'historique de mesures sur ce point, donc les mesures précédentes, ainsi que les nouvelles mesures, les valeurs RMS, max RMS, pic et crest factor. Et en appuyant ici sur F2, je vais pouvoir passer sur la visualisation du signal temporel que je viens d'effectuer, qui était, si je ne m'abuse, calculé sur 5 secondes. Et en réappuyant encore une fois ici sur F2, je vais maintenant passer sur la fenêtre FFT, donc qui va me permettre de visualiser la réponse fréquentielle de cette mesure. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité clé qui est super intéressante. Vous voyez ici, même en appuyant là sur F1, juste ici en dessous, l'appareil va directement me sortir les plus hautes valeurs fréquentielles qui détectent du moins les 10 plus hautes, ce qui va également permettre de faciliter l'analyse, bien que selon moi, quand on est sur le terrain, l'idée, c'est bien sûr de collecter le plus rapidement possible les informations et d'analyser après coup en bureau, tout ça pour bien sûr diminuer les risques de sécurité liés à la collecte de mesures. Mais qui peut le plus, peut le moins, vous pouvez déjà avoir une pré-analyse directement depuis l'appareil. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est le mode focus. Alors ici, je vais vous montrer dans cette vidéo comment activer ce mode focus. Donc quand vous êtes en mode libre, par exemple, et que vous allez dans les réglages du capteur, vous choisissez le temps d'acquisition et puis là, le sample rate, vous pouvez monter jusqu'à 256 000 mesures par seconde. Vous sélectionnez, puis vous appuyez sur Enter pour déclencher la mesure, qui dans cet exemple-ci sera calculée sur 5 secondes. Voilà, bien sûr la RMS, et puis en appuyant sur F2, on passe directement sur le signal temporel de cette mesure réalisée en mode focus. Quelques informations sur ce mode focus, et qui n'est pas toujours compris de tous, donc je vais essayer de l'expliquer de manière très très simple, avec mes propres connaissances, tout en sachant que je ne suis pas analyste de signal et qu'il y a des gens chez SDT qui peuvent, au besoin, vous donner bien plus d'informations encore sur le sujet. Mais je vais ici essayer de vous l'expliquer simplement. Donc, le mode focus permet d'avoir une fréquence d'échantillonnage de 256 000 mesures par seconde. Donc, ça permet en fait de suréchantillonner une mesure. Alors, le suréchantillonnage est utilisé pour garantir la détection et l'analyse de défauts précoces qui, par le passé, n'étaient pas toujours visibles sur les spectres. Quand je dis n'était pas toujours visible, sachez que le SDT 270 ou 270 pour les Français qui nous écoutent, prenait une mesure à 8000 mesures par seconde. Et parfois, il pouvait s'avérer que l'on passe à côté d'un choc ou d'une défaillance. Alors, pour vous expliquer ici les choses peut-être un petit peu plus simplement, partons d'un cas de figure extrême ici avec un signal sinusoïdal. Et imaginons que ce soit à 8K, comme vous le voyez ici en dessous, et que la fréquence de mesure, pas de bol, c'est les points rouges. C'est-à-dire que je prends 8000 mesures par seconde, et ça, c'est l'intervalle entre les points, et pas de bol, à chaque fois que je prends ma mesure, je suis à 0. Donc au final, qu'est-ce qui me sort comme information? C'est que mon signal est plat et que je n'ai pas de défaillance. Lorsque l'on va venir suréchantillonner à 256 000 mesures par seconde, comme on le voit ici, l'idée, c'est de faire ça en fait. Et donc, plutôt que d'avoir un signal qui aurait pu être plat si la mesure n'avait pas été bien synchronisée, mais ici, on a maintenant beaucoup plus de points, ce qui nous permet d'apprécier la forme réelle du signal et donc d'augmenter son nombre de chances de voir des défaillances. D'autres manières de comprendre ceci, c'est de comparer ici une mesure sur un même signal, échantillonné ici à 256 mesures par seconde, 8000,
Oui, excusez-moi. 8000 mesures par seconde, 32 000, 128 et 256. Et qu'est-ce qu'on peut observer ici? C'est que le signal à 8000 mesures par seconde a l'air plat, mais commence à se révéler un petit peu à 32 000 et finalement montre sa vraie nature, si on veut, à 256 000 mesures par seconde. Alors, petite particularité ici aussi, le fait de suréchantillonner, on va avoir des valeurs pics qui seront du coup beaucoup plus importantes. Regardez bien ici, ma valeur pic se situe ici aux alentours, peut-être un petit peu en dessous de 250 microvolts. À 32 000, ça va monter à 8 000, 128 000 échantillons par seconde jusqu'à 30 000, et idem pour 256. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir une valeur pic plus élevée? Simplement comme vous le voyez ici. Dans cet exemple extrême, ma valeur pic est à 0. Et le fait ici de suréchantillonner, je vais avoir plus d'informations dans mon signal. Et donc ici, ma valeur pic sera à 2. Exactement la même chose que dans ces exemples ici. Le suréchantillonnage vous permettra d'attraper et de mesurer, de capter des impacts beaucoup plus infimes et beaucoup plus puissants. Une autre manière de le voir ici, c'est le même signal. Une fois ici, comme vous le voyez à gauche, en haut, à 32 000 échantillons par seconde. Et je vais m'amuser à aller zoomer sur ce pic ici. Donc à 32 000 échantillons par seconde, vous allez voir la forme qu'il a. Voilà, donc ça c'est sa forme à 32 000 échantillons par seconde. Et je vais maintenant passer à 256 000 échantillons par seconde, toujours sur ce même signal. Et vous allez voir, il y a une fameuse différence. Voilà ici. Allez, c'est parti, on va zoomer dessus. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc là, on est clairement dans de la très haute définition de signal. Alors, si vous demandez, tiens, pour quelles applications est-ce qu'on pourrait utiliser cela, je dirais les roulements faible vitesse. Sur des roulements faible vitesse, c'est très intéressant d'avoir un suréchantillonnage pour capter le plus infime défaut. Et puis, bien sûr, plus une machine est critique, plus je vais avoir envie de me donner un maximum de chances de voir toutes les imperfections que je pourrais avoir aussi bien sur mon engrenage que sur mon roulement. Donc, le mode focus s'y prête bien évidemment très bien. Autre caractéristique de cet appareil, c'est la possibilité d'y brancher un casque Bluetooth. Le casque Bluetooth est bien et surtout a montré toute son utilité en Covid, où il fallait faire très attention aux règles sanitaires. Se passer un casque unique entre plusieurs opérateurs, mais ça posait parfois problème. Donc le fait ici de pouvoir brancher un casque Bluetooth, brancher vos AirPods ou autre, c'est un Bluetooth totalement ouvert, donc vous pouvez y brancher n'importe quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis, quand on fait de la formation aussi, c'est vachement intéressant pour pouvoir brancher une enceinte Bluetooth et pouvoir faire profiter aux personnes dans la salle de cours des mesures que l'on collecte et du rendu que ça donne dans l'audible. Le SDT 340 dispose d'une mémoire de 4 Go interne, ce qui est vraiment très intéressant pour diminuer le risque de perte de données. Donc, ça veut dire que certains appareils travaillent avec des cartes SD ou un déchargement via une clé USB qui passe d'un appareil à un PC. Le risque de perdre cette clé USB, d'avoir des conflits de base de données, de perdre des données et du temps précieux. Bien évidemment, quand on collecte, il faut au plus vite possible télécharger ces données et commencer à procéder à l'analyse. Donc le fait d'avoir un large espace interne pour stocker des mesures, c'est vraiment très bien, surtout quand on travaille en mode focus. Ça prend un petit peu plus d'espace. L'appareil SDT 340 vous donne à l'instant T 4 indicateurs de mesure qui vont être, selon l'application, super utiles. RMS, Max RMS, PIC et Cris Factor. Donc, vous voyez ici, j'ai les 4 indicateurs en live. Et bien évidemment, comme je l'avais montré avant, ce qui est super intéressant, c'est de repartir d'un point de mesure existant collecté précédemment, comme par exemple ici. Reprendre une mesure
Et puis avec le tableau d'affichage, c'est un engrenage, il n'est pas du tout en bon état. Je prends ma mesure, et puis ici, vous voyez, j'ai l'écran résumé qui est vachement utile, parce qu'il me montre en fait les mesures précédentes sur ce point, ou la mesure précédente. Donc ici, à l'instant T, je peux directement voir s'il y a une évolution du signal. L'appareil va bien évidemment garder les mêmes settings que lors de la précédente mesure, aussi bien au niveau du volume dans le casque que du niveau d'amplification. Donc ça permet vraiment d'avoir une analyse objective et non pas subjective, simplement basée sur le bruit, mais sur des valeurs qui, elles, ne mentent jamais. Alors, pour ceux qui ne maîtriseraient pas à 100% ces indicateurs de mesure, hein, de surveillance, ceux qui sont, donc on a bien sûr une RMS. Alors, l'RMS caractérise l'énergie du signal, elle est très stable et répétable. Elle est bien sûr idéale pour élaborer des courbes de tendance, notamment sur de la machine tournante, roulement et engrenage. Elle est par contre, du coup, très peu sensible à la détection d'impact. Donc, si j'ai une mesure, je ne sais pas moi, de 10 secondes ici avec un impact d'une microseconde, la RMS ne va pas vraiment être sensible à cela, elle va plutôt avoir tendance à l'éliminer. Alors, on utilise la RMS sur des applications telles que des fuites de vannes, donc du suivi d'étanchéité de vannes, des contrôles de purgeur vapeur, du suivi de roulement ou d'engrenage et bien sûr de la lubrification. Vu que quand on va avoir une élévation de la friction sur le lement synonyme d'une réduction du film de graisse, je vais avoir une RMS qui monte par rapport à la valeur précédente. Et là, je n'aurai qu'à appliquer quelques coups de pompe à graisse pour avoir une valeur RMS qui va redescendre et se stabiliser au niveau optimal. La max RMS, c'est la plus haute valeur des sous-RMS calculées chaque 250 millisecondes. On va principalement l'utiliser celle-là pour faire du contrôle de purgeur vapeur. Comme on le voit ici dans l'exemple, hein, comme on le voit ici, j'ai ma RMS en orange et ma max RMS ici en verte, calculée toutes les 250 millisecondes. Et en fait, ça permet simplement de se poser la question, est-ce que mon signal est stable, oui ou non? Si mon signal est stable et plat, je vais avoir une RMS, une max RMS qui sera égale à ma RMS. Dans cet exemple-ci avec mes purgeurs, on voit qu'il y a 2 cycles de décharge. Donc, ça veut dire que la max RMS aura tendance à se séparer de la RMS, ce qui va symboliser le fait que mon signal n'est pas stable du tout dans le temps, ce qui est très bien pour le contrôle de purgeur vapeur. Il y a certains purgeurs qui ont des temps de cycle très rapides et très courts, qui ne permettent pas toujours à l'oreille de pouvoir à 100% qualifier si celui-ci fonctionne ou non. Qu'est-ce que l'on va faire à ce moment-là? On va simplement poser le capteur à la sortie du purgeur et on va laisser l'appareil travailler. Si la RMS, si la max RMS est égale à la RMS, il y a de fortes chances que le signal soit plat, ce qui veut dire que le purgeur est soit bloqué ouvert, soit bloqué fermé. À l'inverse, si avec le temps, ces valeurs ont tendance à s'espacer l'une de l'autre, c'est-à-dire que mon signal n'est pas stable et que j'ai certainement des cycles plus ou moins rapides et que donc mon purgeur est en bonne santé. La valeur crête ou la valeur pic symbolise la plus haute valeur enregistrée durant la mesure, ici dans cet exemple ici de 5 secondes, mais on retrouve ici la valeur crête ici au niveau du 1, aux alentours de 2200 microvolts. Alors, elle est très intéressante, mais elle est également très instable, car vous imaginez bien, lorsque l'appareil prend 256 000 mesures par seconde, il va absolument tout capturer avec le plus infime défaut. Et donc, je prends un cas malheureux, par exemple, où durant la mesure, je touche le palier avec mon câble, ma veste, un tournevis, que sais-je, et je vais capter ici une valeur crête qui ne viendra pas du roulement, mais qui viendra simplement d'un problème de prise de mesure. Donc, la valeur crête, je l'aime beaucoup, mais sur le même point de mesure, je vais en prendre plusieurs pour voir si elle est stable ou pas. Finalement, le quatrième indicateur de mesure, c'est le facteur crête. L'augmentation du facteur crête indique une aggravation
du défaut d'un roulement, la diminution qui suit indique finalement la phase finale, et donc quand on est proche de la casse de ce roulement. Alors ici, on a une très belle courbe de tendance dans laquelle je vais retrouver 3 indicateurs. En noir, ma valeur RMS, en vert, ma crête, donc l'apparition du défaut, et puis finalement en rouge, la facteur crête. Alors qu'est-ce que l'on voit ici dans cet exemple? C'est que ma valeur RMS est assez stable ici, et puis à cet endroit-là apparaît le défaut du roulement, c'est-à-dire que je vais avoir des chocs qui vont apparaître, très infimes. Comme ils sont très infimes et de très courte durée, ils ont peu d'influence sur ma valeur RMS qui, comme vous le voyez en noir, évolue lentement mais sûrement. La valeur crête, elle, augmente beaucoup, beaucoup plus rapidement. Cependant, arrive un moment où ce défaut va être de plus important et donc de plus en plus visible dans la RMS, hein, vous le voyez ici. Et donc, quand on fait le ratio entre les deux, au début, j'ai un choc très infime de courte durée, donc mon facteur crête, donc le ratio entre ma valeur RMS et le crête est très important. Et plus ma valeur RMS va se rapprocher de la facteur crête, à savoir le niveau de bruit le plus important, plus ce facteur va diminuer, m'indiquant que ma défaillance devient de plus en plus importante. Donc le facteur crête, il est intéressant lorsque l'on veut à l'instant T, sans historique, avoir une idée de l'état de gravité du défaut sur le roulement. Plus cette valeur sera élevée, plus mon défaut sera précoce, plus cette valeur sera faible, comme on le voit ici, plus ce défaut sera important. Le SDT 340 permet également de prendre des mesures jusqu'à 10 minutes, ce qui est vraiment génial pour des applications de très faible vitesse. Pour rappel, on cherche toujours à avoir au moins 10 cycles de roulement, donc 10 rotations de roulement. Donc pouvoir faire 10 minutes d'acquisition sur un roulement qui est très faible vitesse, c'est parfait. Et je vais vous le démontrer ici. Donc là, cette fonctionnalité, c'est parti. On va rester ensemble face à cet écran de mesure pendant 10 minutes. Vous allez voir, c'est très impressionnant. A few moments later. Nous voilà à la fin de cette mesure. Donc, on arrive au bout de ces 10 minutes à 32 000 échantillons par seconde. J'ai ma valeur RMS. Je peux bien sûr visualiser mon signal temporel sur 10 minutes, mais pas depuis l'appareil. Depuis l'appareil, ça va être bloqué à 120 secondes, si mes souvenirs sont bons. Et effectivement, ils sont bons. C'est parfait. Et je peux bien sûr, toujours en appuyant sur les flèches haut, bas, gauche, droite, zoomer dans mon signal ou me balader dessus, et en appuyant sur F2, juste ici, je vais passer sur la fenêtre FFT, où je vais pouvoir visualiser ma FFT calculée ici sur 10 minutes. Alors, ces 10 minutes, on peut le faire à 32 000 échantillons par seconde. Ça va être fortement réduit pour les 256 000 mesures par seconde, à savoir ce sera 150 secondes, ce qui est quand même toujours très intéressant pour de la faible vitesse. Alors, dans le SDT 340, donc, quand on fait de la maintenance prédictive, comme les Anglais le disent, on va plutôt dire de la maintenance prévisionnelle, on a intérêt à bien organiser la collecte de mesures, car l'idée, ce n'est pas de passer plus de temps à collecter des mesures qu'à en faire du diagnostic pour poser une action mesurée de maintenance juste après cela. Alors pour ce faire, le SDT 340 propose 3 approches différentes pour collecter rapidement et efficacement ces mesures. On a un premier mode, je vous les explique avant la vidéo, comme ça vous comprenez bien. Le premier mode que je vais commencer par vous montrer ici, c'est le mode libre. C'est-à-dire que je connecte un capteur sur mon appareil et puis je vais faire un petit peu du tourisme de mesure. C'est-à-dire que je me balade un peu au hasard dans les allées de l'entreprise et puis je connecte un capteur et je vais prendre une mesure que je vais paramétrer comme j'ai envie. Dans ce cas-ci, c'est un capteur RS2T. Vous verrez juste après comment je vais paramétrer ce capteur. Deuxième mode de collecte de mesures qui sera un petit peu plus efficace et qui va surtout éviter de se tromper dans les paramétrages de mesures, c'est le mode ici arborescence. Arborescence, ça veut dire qu'on va partir de l'US3, je vais définir des points de mesure et des configurations de mesure.
Ensuite, je vais me balader dans mon arborescence ici, sélectionner le point de mesure et la configuration. Tout sera directement envoyé dans le capteur. J'aurai qu'à appuyer sur « Enregistrer » pour collecter ces mesures. Finalement, le dernier, c'est celui qu'on appelle « Survey ». Ça, c'est pour forcer l'opérateur à suivre un ordre bien précis, un paramétrage des capteurs bien précis pour collecter les mesures. Ça, c'est vraiment le plus efficace pour collecter le plus rapidement possible toutes ces mesures. Voilà, c'était la petite introduction. Maintenant, je vous montre en réel comment ça marche. Donc ici, je suis en mode libre. Je choisis mon capteur. Je règle bien sûr mon amplification. Pour rappel, il suffit de regarder la flèche qui est visible à l'écran. Dans ce cas-ci, je décide de faire 10 secondes d'enregistrement et j'appuie sur Enter. C'est parti pour 10 secondes. Ça, c'est le mode libre. Je fais absolument ce que j'ai envie. Et puis finalement, je choisis l'endroit où je veux enregistrer cette mesure. Voilà. Deuxième possibilité, le mode survey, le mode arborescence. Donc, je navigue dans mon arborescence. Je sélectionne le point de mesure et la configuration qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, on va faire le mode focus, pourquoi pas. Alors, vous verrez en haut à droite de l'écran, ce sera 3 secondes, parce que c'est ce qu'il avait été prévu dans le logiciel. Je règle bien sûr mon amplification. Et quand c'est bon, j'appuie sur Enter. Ça collecte ma mesure sur 3 secondes. Voilà, j'appuie sur Enter et c'est fait. Il me ramène dans le mode arborescence. Ici, un autre exemple, un autre point de mesure qui était paramétré, c'était 5 secondes. J'appuie sur Enter et je reprends 5 secondes. Donc ça, c'est vraiment génial pour éviter de perdre du temps et éviter que le technicien derrière l'appareil ne s'en mêle les pinceaux et prenne peut-être des mauvais paramétrages de mesure. Finalement, le mode survey, donc là, on voit que j'ai un survey sur pompe et on voit tous les points de mesure que je dois faire dessus, avec bien sûr la racine au-dessus. Donc, vous voyez ici le chemin et le point de mesure exact que je dois faire. Et j'ai un petit V quand ça a déjà été collecté. Donc comme ça, je sais exactement ce que j'ai déjà fait et ce qu'il me reste à faire. Au hasard. Mode focus, 3 secondes. Je règle mon amplification comme d'habitude. J'appuie sur Enter. Ça prend ma mesure. Je décide de la garder ou de la reprendre. Dans ce cas-ci, je la garde. Et il me met un petit V. Il me dit de passer au suivant. Donc voilà, ça c'est vraiment le mode le plus efficace pour collecter des mesures. Alors, le 340 est génial, car il permet d'y connecter, je ne sais plus précisément, mais je pense que c'est jusqu'à 6 ou 8 capteurs différents, que ce soit des capteurs aériens pour des applications comme recherche de fuite ou inspection électrique, mais également des capteurs de contact, des points de touche, des capteurs magnétiques, des LoopSense. Vous pouvez également mettre un accéléromètre. Je retire ce que j'ai dit, le LoopSense n'est pas encore disponible, mais viendra prochainement. Accéléromètre ici, pour faire de la vibration. Et ici en live, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, je vais sortir. Donc, vous voyez, ça, c'est l'icône vibration ici. J'ai ma pointe de touche. Je peux connecter, voilà, si j'en déconnecte un, ici, j'ai reconnecté un RS2T, donc un capteur magnétique. Allez, encore un exemple ici avec un capteur aérien, avec un ultrasense. J'ai par défaut dans cet appareil un tachymètre, super pratique pour prendre des vitesses de rotation. Et puis j'ai finalement, bien évidemment, un capteur de température qui peut travailler en appuyant sur F2 en tendance, ce qui est génial pour des purgeurs vapeur. Hein. Si j'ai envie de voir s'il cycle au niveau de la température en plus de l'ultrasonde, j'ai ici une chouette courbe de tendance qui va se dessiner automatiquement. Voilà. Donc ici, le 340, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je l'aime beaucoup, c'est cette interopérabilité des capteurs, ce qui permet aussi de garantir une flexibilité totale, car on a pas mal d'utilisateurs qui commencent à utiliser cet appareil peut-être sur une application en se disant, allez, je veux un rapide retour sur investissement, je veux d'abord travailler exclusivement sur de la fuite, détecter des fuites et les corriger, mais ce qui m'intéresse réellement, c'est du mécanique, donc je vais d'abord montrer à l'acheteur que j'ai amorti l'appareil, et une fois qu'il a amorti,
je vais commencer à acheter d'autres capteurs de type peut-être contact pour attaquer d'autres applications comme contrôle de roulement ou d'engrenage. Donc voilà un petit peu ici toutes ces caractéristiques d'appareil qui en fait une solution que je trouve absolument hyper intéressante, surtout au niveau du prix, c'est vachement abordable. Ne pas oublier que cet appareil fonctionne avec US 3, qui va être, si on veut, l'assistant qui va permettre de paramétrer tous ces capteurs. Alors, ce 340 travaille avec US 3 ou sans, ça dépend un petit peu aussi de votre objectif de maintenance et de la maturité de votre programme de maintenance. Parfois, on aime bien commencer juste avec de la détection, de se dire, bah, tiens, je vais simplement acheter des capteurs et puis détecter des problèmes. Et puis, c'est l'opérateur et l'équipe de fiabilité qui va décider sur base des informations remontées par l'opérateur mais de l'action de maintenance qu'on va déclencher. Ou alors, on a des systèmes des services maintenance un petit peu plus matures et organisés qui, eux, préfèrent avoir une traçabilité complète de toutes les mesures, une organisation mieux faite en amont. Et dans ce cas-là, ils vont utiliser ici UAS3 qui va permettre avec une arborescence de décrire l'usine et d'avoir ici des courbes de tendance automatiques, la collecte des signaux wave et la traçabilité la plus complète possible. Donc voilà, ça dépend, cette solution est hyper flexible, tout dépend de vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a juste la solution qui sera adaptée à vos objectifs court, moyen et long terme. Alors pour ceux qui ont UAS3 et qui voudraient améliorer leur connaissance sur le sujet, n'oubliez pas qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle il y a une playlist complète, chapitre après chapitre, sur l'utilisation complète de ce logiciel. Et par chapitre, vous allez retrouver en bas dans la description un petit peu tous les chapitres internes à chaque sujet avec le timestamp qui vous permettra de sauter à l'une ou l'autre s'il y a des questions plus précises sur l'une ou l'autre fonctionnalité. Alors, cet appareil SDT 340 permet de travailler sur 8 applications différentes, comme vous voyez ici. Optimisation de graissage. Alors, l'optimisation de graissage se fait de manière ultra experte. Ça veut dire que ce n'est pas comme le LubExpert où on va avoir des algorithmes à l'intérieur de l'appareil qui vont aider le technicien étape par étape à savoir exactement ce qu'il va faire. Ici, l'approche du graissage avec le 340 se fait vraiment avec quelqu'un d'aguerri qui va regarder à l'instant T les valeurs RMS et éventuellement capturer des signaux wave. Donc, il n'y a pas une automatisation de l'application derrière. Le contrôle de machine tournante, roulement, engrenage, vitesse lente ou vitesse rapide. Contrôle de fuite en pression ou en dépression, inspection électrique, décharge partielle, contrôle de purgeur vapeur, contrôle d'étanchéité de vanne, inspection hydraulique. Ça peut se faire aussi, chercher des fuites internes sur des vérins, ça marche très bien aussi. Et finalement, contrôle d'étanchéité à l'aide d'un émetteur à ultrasons lorsque l'on veut faire du contrôle d'étanchéité de volume sans dépression ou sans pression. Ça marche pas mal du tout. Alors, ici, je vais vous illustrer un petit peu l'utilisation de cet appareil avec le logiciel US3 et le SDT 340. J'ai pris une application au hasard, pourquoi pas le purgeur vapeur, qui, pour rappel, pour contrôler un purgeur vapeur, il faut bien sûr un capteur de contact. Et un purgeur de vapeur qui fonctionne bien, c'est un purgeur qui cycle, donc qui va s'ouvrir et se fermer pour laisser passer l'air, le CO2 et les condensats. Ce qui nous embête très fort, c'est s'il est en position fermée, j'aurai un signal qui sera plat. Et si le signal est plat, il y a deux solutions. Soit il est bloqué fermé. En position bloqué fermé, je risque d'avoir des coups de bélier sur mon installation et donc d'endommager mon réseau. Et s'il est bloqué ouvert, mais toute la vapeur qui est fabriquée par la chaudière sera perdue et recrachée à l'égout. Donc, ça coûte très, très cher. Alors, tout d'abord, pour contrôler un purgeur vapeur, je vais bien sûr créer une arborescence référençant tous les purgeurs sur mon site. Et une fois que ce sera fait, je vais le transférer de US3 dans mon SDT 340. Voilà, on voit à gauche ici une arborescence que je vais ensuite transférer du PC vers le 340. Et c'est parti.
Alors, cet exemple ici est sur le purgeur vapeur, mais si ça avait été une machine tournante, la philosophie est exactement la même. Je crée une arborescence qui décrit mes points de mesure sur machine tournante, je le mets sur mon appareil et puis je vais aller collecter au bon endroit avec le bon capteur. Cette arborescence que vous voyez ici à gauche sera bien sûr visible dans mon appareil, dans mon arborescence. Vous voyez, c'est exactement la même. Alors, petit clin d'œil, si vous vous demandez pourquoi j'ai deux écrans ici comme ça, c'est simplement parce que lorsque je suis sur un niveau de mon arborescence, je vais retrouver ensuite la racine en dessous. Vous voyez ici le niveau SDT, qui est ici le plus haut, mais je vois qu'en dessous, j'ai qu'une racine qui s'appelle ligne vapeur. C'est exactement ce que je vois là. Si je rentre dans ligne vapeur, je retrouve ici en dessous deux sous-niveaux, purgeur ligne, purgeur retour condensat, purgeur ligne, purgeur retour condensat. Et si je vais encore un petit peu plus loin, oui, c'est ça. Et je retrouve ici dans purgeur de ligne, mais deux configurations de mesure qui sont les mêmes ici, une de température et une faite avec le capteur magnétique RS2T ultrasonore. Une fois que c'est fait, je vais bien sûr aller à l'endroit de l'arborescence sur mon site de production et je vais placer mon capteur pour procéder à la collecte de mesures. Voilà ici, donc j'ai trouvé mon purgeur vapeur, je place mon capteur magnétique et je vais maintenant collecter ma mesure de température et ma mesure ultrasonore. Alors, attention, ici c'est une animation. Mon capteur de température est ici placé, on ne le voit pas, mais sur le haut de l'appareil. Donc, bien évidemment, je dois tourner mon appareil pour pointer le pyromètre ici devant. Vu que la vidéo est incrustée sur une image, on ne peut pas tout faire. Voilà, ici, je prends ma température, j'appuie sur Enter et je l'enregistre à l'endroit de mon choix. Une fois que c'est fait, je vais maintenant aller sur mon capteur. Je vais bien sûr régler mon amplification. Et le volume d'un casque. Je règle le temps de prise de mesure. Il ne faut pas hésiter à mettre des longs temps de prise de mesure pour être sûr de bien capturer le cycle. Donc 2 minutes, c'est parfait. Si 30 secondes, c'est pas mal parce que je sais que j'aurai au moins un cycle et que je l'ai entendu. Donc, comme j'avais d'abord posé mon capteur et que je m'étais un petit peu imprégné du cycle du purgeur, je savais qu'il allait au moins cycler une fois toutes les 30 secondes. Donc, c'était suffisant. Et voilà, le deuxième cycle, c'est parfait. Donc, celui-ci va bien. Voilà, mes valeurs RMS. Je vais voir mon signal temporel et là, je vois un cycle. Je choisis l'endroit où je veux l'enregistrer. Alors, la mesure de température, pour rappel, on va toujours la prendre en amont et en aval du purgeur. Et on veut toujours, dans un monde idéal, observer une différence de température entre amont et aval. Si mon purgeur est passant, c'est-à-dire que j'ai de la vapeur qui passe en continu, donc je vais avoir une température élevée des deux côtés. Si mon purgeur est bloqué fermé, il y a des chances pour que ce soit rempli d'eau ici et donc que tout soit froid. Et même chose, si mon purgeur est froid, enfin quand je dis froid, autour de 30-40 degrés, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas et que ça ne sert à rien de perdre son temps à prendre des mesures. Une fois que c'est fait, je vais récupérer toutes ces mesures dans US3, donc je le connecte, je retourne sur Device ou appareil, ça dépend de la langue dans laquelle est votre logiciel, et à partir de là, vous téléchargez vos mesures qui apparaissent ici. Voilà, je retrouve ma mesure de purgeur ici, je peux, si nécessaire, la réécouter pour décoller, pourquoi pas. Voilà, ma mesure de température ici, donc je retrouve l'historique en dessous et ma courbe de tendance au-dessus. Alors, on voit ici que c'est en alarme.
Pourquoi c'est en alarme? Je vais mettre pause. C'est en alarme ici parce que j'avais mis une alarme fenêtre. À savoir que je sais que mon purgeur, dans ce cas-ci, lorsqu'il cycle bien, il est toujours entre, allez, on va dire, 90 et 105. On voit ici au-dessus que j'étais passé au-dessus de ces valeurs, donc peut-être qu'il était passant, et puis que j'ai rechuté ici, peut-être parce qu'ils l'ont arrêté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il déclenche des alarmes. Donc l'utilisation d'alarmes est toujours hyper pratique pour gagner du temps et avoir un diagnostic un peu plus précis, mais de grâce, prenez le temps de collecter des mesures et d'avoir un bon recul sur le mode de fonctionnement de vos installations avant d'aller jouer avec les alarmes. Alors finalement, quand on collecte des mesures, à la fin, il faut faire un rapport pour communiquer sur le sujet, que ce soit avec les collègues, que ce soit dans le cadre d'une prestation. Et ce rapport, on va le générer aussi directement depuis US3. Alors vous voyez ici en haut à gauche, j'ai une petite icône qui me permet d'attacher des informations que j'aimerais voir dans mon rapport. Donc, vous voyez ici, je vais maintenant aller sélectionner différents types d'informations que j'aimerais qu'ils figurent dans mon rapport. Une fois que c'est fait, vous voyez que j'ai une petite trombone qui apparaît ici. Voilà. Alors, je vais encore aller prendre ici, pourquoi pas, une courbe de température. Et ici, bon, je prends vraiment des informations au hasard. Voilà, mon wave. Et maintenant, je vais pouvoir aller créer mon rapport depuis l'onglet Rapport, Rapport d'assets. Je sélectionne ce que j'aimerais qui figure dans mon rapport. Je le documente, bien évidemment. Alors, celui-ci, je dis qu'il n'a plus l'air de fonctionner et que du coup, je vais le remplacer. Et celui-ci, rien à faire. Le purgeur a l'air de cycler. Je visualise mon rapport qui est ici. Je vais passer de page en page. Mes alarmes qui sont déclenchées. Alors, ici, les commentaires que j'ai pu mettre, tout ce que j'ai décidé d'attacher à mon rapport qui s'y retrouve. Voilà. Et voilà, donc ça ici, ce sont de nouveau des rapports qui sont très flexibles, qui vous ressembleront. Donc, vous mettez absolument toutes les informations qui vous intéressent dedans. Ici, c'est juste une visualisation de ce rapport, mais après, vous voyez ici en haut à gauche, il y a un petit bouton qui va vous permettre de l'exporter dans différents formats, Word ou Excel. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez besoin. Si vous voulez encore le retravailler un petit peu à votre sauce ou que vous n'aimez pas peut-être l'interface que l'on a mis à disposition pour mettre des informations, vous pouvez le retravailler de votre côté et le mettre à votre image. Alors, vous retrouverez via ce lien ici en dessous différents success stories. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les ultrasons par secteur d'activité ou encore par application. Bon nombre d'entre eux ont été réalisés par des SDT 270 ou SDT 340 et par nos utilisateurs à travers le monde. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui pourront certainement vous donner des idées d'applications ou de choses à faire avec votre appareil. J'arrive ici au bout de cette présentation qui était prévue pour 45 minutes. Nous allons maintenant rentrer en questions-réponses, s'il y en a. Je vais regarder ça tout de suite. Vous pouvez d'ores et déjà me contacter sur LinkedIn. Je suis généralement assez réactif dessus. Ou alors par email, à vous de voir. N'oubliez pas qu'on a également une plateforme de formation en ligne au travers de laquelle vous retrouverez également beaucoup d'informations. Et puis ici, en attendant, moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve tout de suite pour les questions-réponses.